Certains parents peuvent rencontrer des difficultés particulières avec leur enfant, pouvant aller de l'incompréhension jusqu'à certaines formes de souffrance morale ou même physique. Fatigue, découragement, colère, honte, la palette est large. Ces difficultés peuvent affecter le quotidien, la vie familiale, la sphère relationnelle. C'est là que Marion peut aider. Marion est éducatrice de jeunes enfants. Avec son entreprise Couleur Caméléon, elle propose des séances éducatives pour les enfants, un accompagnement pour les parents, aussi bien en séance individuelle qu'en atelier de groupe. Ses missions sont d'aider les familles à mieux comprendre les besoins particuliers de leur enfant afin de remettre du mouvement, de la joie, sortir parfois du déni dans un cadre bienveillant. Parfois en raison de troubles du neurodéveloppement ou en raison de besoins uniques, les parents peuvent se sentir en difficulté, dans l'incompréhension, démunis et traverser toutes sortes d'émotions. Marion apporte ce regard extérieur et des outils concrets pour sortir de situations souvent compliquées, recréer du lien et une dynamique parentale et familiale plus apaisée. Bonjour Marion, Bonjour Valérie. bienvenue dans mon podcast. Merci de m'accueillir. C'est une grande Écoute, je suis joie. très contente, ça va être un sujet très intéressant. Ça fera peut-être le parallèle avec un autre podcast que j'avais réalisé avec Nolwenn Guedin. On verra s'il y a des choses qui sont communes ou pas. Eh bien, écoute, pour commencer, si tu es d'accord, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Je suis Marion Mosselin, je suis éducatrice en libéral. J'ai validé mon diplôme d'éducatrice de jeunes enfants en 2009. Et puis, pendant 8 années, j'ai travaillé en structure petite enfance. J'ai eu un parcours assez diversifié. J'ai à la fois travaillé dans des centres sociaux ou en crèche parentale ou avec certaines pédagogies particulières comme la pédagogie Picler-Logzi. Et puis en 2018, j'ai pris un poste de référente handicap au sein d'un CAMS, c'est un centre d'action médico-social précoce, où l'idée c'était d'accompagner les enfants avec des besoins particuliers ou en situation de handicap dans tous les lieux d'accueil petite enfance, que ce soit en crèche ou chez les assistants maternels. Et en 2022, j'ai fait le choix de me lancer en tant qu'éducatrice en libéral. Et en complément, je me suis formée à l'animation de groupe avec le programme Ces années incroyables, qui est un programme d'entraînement aux habiletés parentales. Et ça m'a permis de réouvrir le champ à l'accueil des enfants de 0 à 11 ans. Voilà. Tu as un cabinet, du coup, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu reçois les familles? Oui, alors je reçois au cabinet d'Ambérieux dans une maison paramédicale avec d'autres professionnels du paramédical. Et puis, du coup, au niveau de mon secteur d'intervention, vu que j'interviens aussi à domicile, j'interviens dans les environs d'Ambérieu-en-Bugey, autour des rives de l'Ain, du pays du Cerdon, du plateau d'Hauteville, voilà, et des alentours de Bourg-en-Bresse. Si tu es d'accord, je mettrai les liens dans la description pour les personnes qui seraient intéressées pour en savoir plus. Avec plaisir. Ok, et donc à la base, ta formation, c'est éducatrice spécialisée, c'est ça ou... Non, je suis éducatrice de jeunes enfants D'accord. et vraiment ce qui me porte depuis que je me suis formée, c'était le rapport entre les différences et la relation de coéducation. Et c'est ça qui m'a amenée jusqu'au handicap. C'est-à-dire que dans ma pratique en crèche, du coup, j'ai travaillé à la fois dans des centres sociaux ou en crèche parentale. Et ça m'a permis d'aller plus loin dans le respect des pratiques parentales, de comment on fait un pas pour découvrir les particularités et les différences dans les pratiques parentales. Et puis, quand j'ai découvert le principe de l'inclusion, je me suis dit, mais en fait, ça rejoint la même idée, c'est comment on va chercher le besoin particulier et on le ramène à ce qui est commun aux autres pour voir comment on fait de la place aux différences quand on vit ensemble, dans le vivre ensemble. Et D'accord, c'est très intéressant.
c'est vraiment ce qui a fait le pont entre les 2. D'accord. Bon, je comprends tout à fait parce que j'ai moi-même été enseignante pendant 15 ans et quand j'ai fait mes études de psycho, j'ai travaillé en ITEP ou tu vois, dans des structures comme ça. Donc c'est des réflexions que j'ai eues, moi-même au cours de ma carrière, donc je comprends tout à fait, ton cheminement. Très bien, bah, écoute, est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de son entreprise? Et puis moi, ce qui m'intrigue, c'est, le choix du nom. Pourquoi couleur caméléon? Alors, quand, j'ai fait le choix d'une activité libérale, j'avais envie de lui donner un nom, en écrivant, en fait, au début, c'était pas en cherchant le nom et c'est m'était venue l'idée, d'un conte, que j'avais appelé Le Petit Caméléon, que j'ai pas forcément mené jusqu'au bout, mais, c'était, l'idée de comment on s'adapte, aux différences et à son environnement et aux autres et du coup, comment, quand, il y a cette forte adaptation, à travers cette adaptation, on apprend à se connaître et à connaître sa propre couleur et je trouvais que c'était important dans ce rôle, à la fois enfin, qu'on soit parent, professionnel ou dans mon propre rôle, quand on s'adapte aux besoins particuliers de l'enfant, du coup, c'est une rencontre, on apprend à découvrir quelle est sa couleur, quelle est la couleur de cet enfant. Et puis, en même temps, pour pouvoir le faire bien, ça demande d'avoir conscience de qui on est, de nos besoins et de nos limites pour pouvoir le faire de manière centrée et que ça puisse être une vraie rencontre. Et voilà, c'est dans cette idée-là que j'ai choisi ce nom-là, quoi. D'accord. OK, je comprends l'idée du coup, c'est intéressant ce que tu dis sur l'aspect, s'adapter tout en sachant qui on est pour que cette adaptation ne soit pas quelque chose d'épuisant ou de maltraitant, aussi bien, en tant qu'accompagnant que n'importe quel acteur en fait de cette équipe, autour de l'enfant quoi. Ça vient vraiment poser la question des limites. Alors du coup, les limites que plein de personnes rencontrent dans la question de l'épuisement, qui soit du coup un épuisement parental ou professionnel. Et puis aussi quand ce qu'on observe beaucoup, on parle d'une parentalité parfois bousculée pour les parents qui accompagnent un enfant en situation de handicap. C'est-à-dire que les émotions qu'on peut vivre soit à la naissance de l'enfant, soit au moment de la découverte des besoins ou du handicap font que ça vient bousculer la manière dont on aurait posé les limites à l'enfant si on n'avait pas rencontré ces difficultés-là. Et le fait d'avoir conscience du coup aussi de quels sont nos besoins en tant que parents ou que personne, ou des besoins aussi des autres personnes ou de l'enfant pour vivre avec les autres, là c'est une notion que je trouvais importante. Oui, je suis d'accord avec toi parce que je trouve qu'il y a souvent enfin ce qui revient souvent, c'est cette notion de culpabilité. De pas pouvoir, être le parent parfait ou l'accompagnant parfait et connaître ses limites, bah, ça fait partie du processus pour être plus, bienveillant envers soi-même. Quand on fait de son mieux, qu'on connaît ses limites, voilà, on peut peut-être moins éprouver ce type d'émotions comme la culpabilité ou une forme de défaitisme peut-être ou des choses comme ça. L'idée, c'est, que plus on peut accueillir ce qui est là, mais, ça peut faire traverser plein de formes d'émotions qui sont différentes aussi, d'une histoire à l'autre, d'un parent à l'autre ou d'un enfant à l'autre. Chaque histoire est vraiment singulière, mais que le fait de pouvoir accueillir, la situation telle qu'elle est, même si c'est pas, la vie que ces parents-là auraient souhaité, peut-être qu'ils avaient d'autres projets professionnels, ou avec leur enfant ou d'autres projets pour leur enfant et du coup ça passe, parfois par des formes de deuil, pour Tout à pouvoir, fait. ensuite se dire: «Bon ben, avec, la réalité telle qu'elle est, comment on avance ensemble? Comment je peux soutenir mon enfant?» mais aussi, prendre soin de moi en tant que parent et je trouve que plus plus tous, enfin, dans la vie quelle qu'elle soit, plus on peut avoir cette autocompassion, plus on peut agir de manière plus, libre et créative et retrouver une forme de joie, en famille. Oui, c'est vrai que je parlais de bienveillance, mais comme tu dis, autocompassion, c'est plus juste comme terme. Mmh. J'aime beaucoup. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, bah, en quoi ça consiste, d'être, éducatrice indépendante, accompagnante à la parentalité? Enfin, si tu peux, voilà, nous décrire un petit peu, tes missions, ton cadre, comment tu fonctionnes?
Alors, j'accompagne les enfants de 0 à 11 ans. Et puis, et leurs parents. Ensuite, le choix de la forme de l'accompagnement se fait en lien avec le parent. Déjà par rapport au lieu, je peux rencontrer la famille soit en cabinet sur Amberieu, soit à leur domicile, soit ça peut se faire à distance, soit par téléphone, soit en visio, en fonction de ce qu'ils souhaitent. Forcément, les objectifs de l'accompagnement vont varier en fonction de la forme, donc on va vraiment partir de quel est leur besoin. Si c'est parce que il y a vraiment quelque chose en lien avec le domicile et l'organisation spatiale au domicile, bah, du coup, ça va être plus pertinent. Par contre, si ça peut être la question des limites et de comment renforcer le lien, et ça peut quand même se faire sans la présence de l'enfant et plutôt en visitant ben, quels sont les besoins, quel est le vécu et quel est l'équilibre mis en place. Et ensuite, à partir de cette première rencontre, on met en place un projet d'accompagnement où on définit ben, quelle est la difficulté que la famille rencontre ou la difficulté pour l'enfant au niveau de son développement et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ensemble pour permettre de trouver un nouvel équilibre qui convienne mieux soit à la famille, soit qui permette de soutenir le développement des compétences de l'enfant, donc surtout au niveau des émotions, des relations, de la capacité à être en lien avec les autres. Et puis au niveau des apprentissages, ça va être plus des, de venir soutenir l'attention, la concentration, l'idée de persévérance et la motivation de l'enfant pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'il entreprend. Donc plus un accompagnement sur la forme et sur le comportement plus que sur le contenu. Et est-ce que les enfants enfin, les familles que tu accompagnes, quand tu reçois l'enfant, est-ce que tu le reçois seul ou est-ce que des fois tu fais, par exemple, des choses en groupe, des ateliers, ou peut-être des rencontres de parents, je ne sais pas? Alors, il y a plusieurs choses. Si l'idée c'est de soutenir l'enfant dans ses compétences et que c'est vraiment la demande des parents, c'est le cas notamment, par exemple, si l'enfant a été suivi dans un centre d'action médico-sociale précoce, un CAMS, et qu'il y a un temps de latence entre la sortie du CAMS et l'accompagnement suivant. Du coup, c'est possible à ce moment-là de faire appel à un éducateur ou une éducatrice indépendante. Et dans ce cas, l'action va être dirigée en direction de l'enfant. Et des fois, on part de là et le parent peut avoir envie qu'on aille plus loin au niveau de quelle est la place de l'enfant en lien avec ses frères et sœurs et avec la famille. Donc voilà, ça, on peut partir de là et élargir. Sinon, ça peut être une rencontre au domicile et en lien avec toute la famille si tout le monde le souhaite. Là, ça permet à la fois de prendre des temps de jeu ensemble et de regarder du coup comment les besoins particuliers de cet enfant viennent aussi impacter la place de chacun dans la famille et qu'est-ce que chacun souhaiterait pour que les relations soient plus harmonieuses au sein de la famille. Donc ça passe par des temps de jeu et aussi des temps de réflexion et de parole pour chacun pour qu'on puisse voir comment chacun peut retrouver sa place. Et puis, ça peut être des séances d'accompagnement parental que avec un parent ou les deux parents, où du coup, on vient travailler ben, qu'est-ce qui est en jeu, comment ça se passe. Je prends un temps pour écouter et rencontrer ce qui se vit pour eux et qu'est-ce qui pourrait être mis en place en termes d'outils dans le quotidien. Ça peut être autour de l'alimentation, du sommeil, des règles. Voilà. Et D'accord. puis au niveau des groupes, j'anime un groupe avec une collègue psychomotricienne pour des enfants qui ont des troubles de l'attention. OK. Et avec ces années incroyables, du coup, c'est plus sous forme de groupe de parents. D'accord. Bon, c'est quand même assez, ça demande beaucoup d'énergie, tu es en contact avec beaucoup de personnes, et tu as ce côté aussi, s un systémique, j'ai envie de dire. Voilà, tu t'intéresses à l'ensemble des individus, à leur fonctionnement ensemble,
Donc c'est complexe, mais je trouve ça extrêmement intéressant parce que, il y a quelques années, on avait plutôt tendance à, s'occuper juste de l'enfant, en fait, même si, on parlait d'enfant symptôme et cetera, ou tu vois, ce genre de terme un peu, qui peut être un peu, un peu controversé, mais, hem et je trouve qu'une approche comme ça, systémique, c'est quand même, ça me paraît beaucoup plus pertinent parce que, tu as voilà toutes les interactions, et puis, quand tu reçois un parent individuellement, ça permet une certaine liberté d'expression, tu vois? De pas être obligé d'agir par rapport aux autres, mais de pouvoir aussi livrer ce qu'on ressent soi. J'avais une autre question, comment les gens te trouvent, en fait? Comment une famille, qui ressent une difficulté ou des questionnements, va, se tourner vers toi? Alors, soit elle va croiser mon contact, via un flyer et tout, mais c'est souvent, par, le réseau paramédical, c'est souvent, parce qu'ils ont rencontré, soit, un psychomotricien ou une psychomotricienne, une orthophoniste ou leur médecin qui leur dit qu'il y a une forme d'accompagnement qui peut venir compléter l'aspect médical et paramédical. Oui, du coup, c'est pas évident, il faut vraiment que toi, tu te fasses connaître, en fait. Mmh. Ouais. Est-ce que tu peux alors c'était, un sujet qu'on avait choisi ensemble de creuser un petit peu, ce sont les troubles neurodivergents. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Et pourquoi c'est une thématique, qui peut être intéressante pour les personnes qui nous écoutent? Alors, on parle de troubles du neurodéveloppement Ah oui, et neurodéveloppement, pardon. c'est un dysfonctionnement du cerveau qui entraîne, du coup des perturbations dans le fonctionnement de l'enfant. Ça, c'est la manière, c'est l'approche, on va dire pathologique, mais j'aime bien, moi, le voir, sous une autre forme. C'est-à-dire que, c'est le fait que, c'est des enfants qui ont une manière, de fonctionner de par justement, leur fonctionnement neuronal, qui leur offre une autre approche, une autre manière d'être au monde. Et du coup, cette, autre manière d'être au monde, pour moi, elle a besoin d'être approchée et d'être comprise pour, qu'on puisse, face aux besoins de ces enfants, apporter, des adaptations concrètes pour leur permettre, du coup, de se sentir plus à l'aise, dans leurs apprentissages, dans leurs émotions et dans leurs relations avec les autres. C'est une thématique qui me tient à cœur, pas, parce que, je me suis dit: «Je vais m'intéresser aux enfants avec des troubles du neurodéveloppement». C'est parce que ce qui résonne en moi, c'est l'accompagnement des émotions, des relations et du coup du comportement et de comment ça vient, toucher les liens au niveau, de la relation parent-enfant, au niveau des apprentissages. Et c'est souvent du coup ces enfants-là qui ont besoin enfin tous les enfants peuvent en avoir besoin parce qu'il y a pas besoin d'avoir un trouble du neurodéveloppement pour avoir besoin d'un renforcement à ce niveau-là. Mais quand par exemple un enfant qui a un trouble, déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, on dit TDAH, ça vient impacter, du coup le vécu émotionnel, la gestion de la frustration, la relation aux autres, quand un enfant a un trouble du spectre de l'autisme, ça peut pareil du coup, vraiment à nuancer tout ce que je peux dire parce qu'il y a autant d'enfants qui ont une particularité et autant de manières de le vivre. C'est aussi pour ça qu'on parle maintenant de spectre de l'autisme. C'est parce que, ça peut, enfin, il y a déjà des degrés dans la manière de le vivre et puis ça peut impacter soit, l'aspect sensoriel, soit, davantage la communication, les interactions sociales et avec, les particularités de chaque enfant ou de chaque personne. Je trouve ça très intéressant la manière dont tu en parles parce que moi, il y a quelque chose que je trouve, délicat, voire même, néfaste, c'est cette tendance à mettre une étiquette
Et comment, du coup, on va partir du principe que, ben, si tu rentres dans cette catégorie, tu fonctionnes comme ci, comme ça. Alors que comme tu l'as très bien dit, chaque enfant et même chaque personne est différente, va être impactée de manière différente. Là où c'est intéressant, c'est en mettant des mots de, bah, peut-être d'être plus ouvert, plus attentif au fonctionnement de l'enfant, mais finalement, voir vraiment lui, son fonctionnement. Comment il est? Qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui fonctionne bien? D'être vraiment dans un accompagnement individuel et différencié. J'aime bien aussi dans ce que tu viens de dire, c'est vraiment l'idée de partir de qu'est-ce qui est présent en termes de compétences et de ressources. C'est-à-dire que cette autre manière d'être au monde, ça montre aussi des fois d'autres forces ou en tout cas une manière d'être sur laquelle en tout cas, on va s'appuyer sur ce qui est là, sur ce qui intéresse l'enfant, sur ce qui lui plaît pour pouvoir construire la suite. Et puis, il y a souvent plus de différences entre deux enfants qu'on va dire avec un trouble du spectre de l'autisme. Il peut y avoir plus de différences entre deux enfants avec un TSA qu'avec un enfant qui est porteur de TSA et un enfant qui a un développement neurotypique. Enfin, et puis, ça peut être vraiment souffrant. J'entendais une maman parler. Juste, des fois, avec beaucoup de bienveillance, on peut dire, ah, votre enfant, il est agité, il a un TDAH. Alors, du coup, le raccourci en plus, parce que l'enfant est agité et qu'il a un TDAH, alors qu'il n'y a pas forcément de notion d'agitation pour C'est un vrai. enfant qui a un TDA. Et puis, du coup, c'est pas parce que on va avoir observé que l'enfant est agité ou qu'on va avoir posé le mot qu'on va pouvoir approcher le vécu de cette maman et de cet enfant. C'est vrai que là aussi, c'est vraiment individuel, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, mettre des mots, ça peut les aider parce que Mm, du coup, ils comprennent mieux certains fonctionnements, voilà, et il y en a d'autres, au contraire, ça va les enfermer. Donc c'est toujours à manipuler avec, précaution ce avec ça. mmh. Très bien. Bah, du coup, pour en parler, pour parler du diagnostic, est-ce que selon toi, alors là, c'est vraiment personnellement, ton point de vue, est-ce que tu penses que c'est intéressant, judicieux d'avoir un diagnostic, tu vois, d'aller voir un psychologue pour faire un bilan? Est-ce que selon toi, c'est quelque chose d'utile, de bénéfique ou pas forcément finalement? Je pense que c'est très important, euh, au-delà du fait que ça peut poser une étiquette, et, de faire cette démarche parce que il y a surtout dans les troubles du neurodéveloppement, en fait, avant 6 ans, il y a une plasticité cérébrale qui fait que le fait de mettre en place des soins avec un psychologue, une orthophoniste, une psychomotricienne, enfin, je dis à chaque fois un ou une, hein, Oui, oui, ou une éducatrice, ça permet de venir créer des nouveaux circuits au niveau du cerveau. Et vraiment, ça peut permettre à l'enfant d'évoluer beaucoup. Euh, Ensuite, moi, ce que je trouve, enfin, j'invite souvent les parents quand ils ont enfin le diagnostic, ce qui peut déjà prendre beaucoup de temps, quand ils souhaitent en parler à quelqu'un, s'ils ont besoin de nommer le diagnostic, ils peuvent, mais je les invite plutôt à dire, ben voilà, ce que le diagnostic m'a permis de comprendre sur le fonctionnement de mon enfant, c'est qu'il peut avoir un fort besoin de bouger. C'est que au niveau de son attention, il va maintenir son attention que quelques minutes et qu'il va être facilement distrait. C'est que au niveau sensoriel, il va être très sensible aux lumières vives et de dire bah voilà, nous à la maison, ce qu'on a mis en place pour que ça fonctionne. Enfin, d'être plutôt sur du coup parce que le besoin est plus facilement partageable, alors que quand on arrive avec un diagnostic, ben, ça renvoie la personne qui accueille ça à tous les autres enfants qu'elle a rencontrés avec le même diagnostic et il peut y avoir des projections, des peurs qui remontent alors que l'important, c'est la rencontre qu'on va faire avec cet enfant-là, cette famille-là et le diagnostic, par contre, peut vraiment aider à se dire, ah ben oui, mais peut-être que j'avais pas vu. Parce que, comme on parlait au début, ben, si on reprend l'exemple d'un enfant qui aurait un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ben,
ça peut être un enfant qui a juste un trouble de l'attention sans agitation. Et du coup, on peut ne pas avoir complètement perçu que c'était un trouble de l'attention. Et le fait qu'il y ait un diagnostic de posé, y être plus attentif et savoir quel outil mis en place. De la même manière, par exemple, pour le trouble du spectre de l'autisme, regardez du coup si peut-être c'est un enfant qui va pas être plus réceptif à une communication concrète ou imagée qui va venir soutenir plutôt que au fait de lui proposer du jeu libre et de beaucoup verbaliser comme ça peut être utile à d'autres enfants. D'accord, et je pense aussi, tu sais, pour l'école. Parfois avoir un dossier MDPH, ça peut te permettre d'avoir des aménagements et puis des équipes éducatives qui font Mm. que l'enseignant ou l'enseignante va pouvoir rencontrer, les éducateurs ou les personnes qui s'occupent de l'enfant pour avoir des outils concrets, dans le Mm. quotidien. Et oui, et c'est vraiment très important d'avoir une AESH. Du coup, j'ai plus exactement un accompagnant éducatif en milieu scolaire pour accompagner l'enfant en situation de handicap. Parce que certains enfants, par leur niveau de difficulté, vont être beaucoup plus attentifs et vont pouvoir mieux rentrer dans les apprentissages s'ils ont une personne qui est présente auprès d'eux pour les accompagner dans le détail de leurs apprentissages. Et puis c'est une aide aussi pour l'enseignant qui accueille cet enfant. Oui, tout à fait. J'ai reçu, sur ce podcast, ben, une personne qui s'appelle Marion justement et qui est AESH donc ben, si ça vous intéresse d'aller écouter, c'est un Ah oui. podcast, c'est celui qui a le plus de succès. C'est celui qui a le plus d'écoute, donc je pense que c'est un sujet qui touche les gens et qui les intéresse. Très bien, bah, merci pour tes réponses. Je vais te poser une question un peu plus délicate, enfin je ne sais pas si elle est délicate, mais est-ce que tu pourrais nous donner des exemples, de difficultés que rencontrent les familles que tu reçois? Des exemples peut-être concrets ou des anecdotes, comme tu veux. De manière assez générale, en fait, les troubles du neurodéveloppement, du coup, j'ai évoqué le trouble du spectre de l'autisme et le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais il y a aussi, du coup, la déficience intellectuelle et tous les troubles dits 10, du coup, qu'on appelle troubles spécifiques du langage et des apprentissages maintenant. Mais du coup, l'ensemble de ces troubles peut venir impacter le fait que quand on donne une consigne à l'enfant, il soit pas toujours capable de l'entendre, de la comprendre, de le recevoir. Et puis, même s'il peut avoir une bonne compréhension et une bonne attention de la demande qui lui est faite, ça peut être compliqué aussi pour lui d'initier une action ou de la mettre en œuvre pour répondre à la demande du parent. Du coup, souvent, la première demande des familles, c'est j'aimerais qu'il m'écoute plus et qu'il puisse comprendre. J'ai l'impression de répéter plein de fois les choses et que l'enfant n'entend pas ce que je lui dis. Du coup, ça peut créer des tensions et de l'agacement. L'autre difficulté, c'est la gestion souvent des colères. C'est le fait de pas toujours percevoir ce qui se passe ou d'avoir un rapport au monde différent, d'être plus sensible au changement. Ça peut amener l'enfant à ne pas comprendre ce qui se passe ou à vivre de manière trop difficile. Des fois, ça peut être quelque chose même d'ordre sensoriel, un bruit trop fort, une lumière ou un changement dans les temps de transition d'une activité à l'autre que l'enfant n'aura pas compris et où il va se mettre dans une très grande colère. Et souvent, les parents, c'est comment je peux accompagner ces colères-là? Comment on peut éviter de renforcer la colère? Parce que du coup, si la colère est tellement forte et qu'on donne à l'enfant ce pourquoi il a fait la colère, est-ce que c'est bénéfique ou est-ce que ça vient renforcer les prochaines crises? Voilà, des choses comme ça. Et puis, il y a tous les aspects de retard de langage où, bien sûr, c'est les orthophonistes qui vont traiter en premier ces aspects-là, mais où, justement, dans la petite enfance, où ça permet aussi de mettre en place des outils que les parents peuvent mettre en place autour de comment on va soutenir le fait de pouvoir parler ensemble, d'avoir une attention conjointe, de parler à tour de rôle. Voilà. Oui, donc du coup, tu vas aller vraiment sur des situations concrètes,
Enfin, j'imagine. Par exemple, les parents vont te dire, bah, quand je lui dis: «Range ta chambre», mon enfant ne comprend pas, donc on va découper, les tâches, on va commencer par ça. Qu'est-ce que ça veut dire ranger pour moi et qu'est-ce que ça veut dire ranger pour mon enfant? Des choses comme ça, c'est un peu ça? En fait, souvent, on va d'abord prendre, on va réfléchir comment on peut venir renforcer le lien entre le parent et son enfant. Et l'outil du jeu va souvent être présente. Venir aussi valoriser l'enfant dans ce qu'il aime, dans ses compétences, permettre aux parents de pouvoir, parce que du coup, quand ça fait longtemps qu'on répète et que l'enfant répond pas, enfin que l'enfant ne répond pas aux attentes de son parent, il peut vraiment y avoir quelque chose de ben, je le comprends pas, je vois plus ses qualités. Et pour que Mmh. l'enfant ait à nouveau envie de ranger sa chambre et d'être motivé pour le faire, il faut qu'il sente qu'il puisse faire équipe avec son parent. Donc, on va d'abord travailler sur cet aspect-là. Et puis après, oui, on va se dire ben, comment on peut mettre en place. Si l'objectif premier c'est de ranger sa chambre, comment on va pouvoir aider l'enfant à être plus motivé à le faire Je trouve ça très chouette et très important à souligner que finalement, l'objectif premier, comme tu l'as très bien dit, c'est de recréer du lien, Mm. remettre de la joie, remettre, ben, voilà, ne pas toujours être dans ce qui va pas. Ce qui peut donner peut-être plus envie aux gens, voilà, de faire appel à une aide extérieure. C'est que ça va pas être quelque chose dans le jugement ou on va pas être dans quelque chose de pesant, mais au contraire, comme tu l'as très bien dit, dans le jeu, dans, la création de liens, de coopération, remettre quelque chose de dynamique et de positif, dans tout ça. Oui, c'est vraiment l'idée. Après, du coup, c'est pas non plus nier ce qui est vécu. C'est dire qu'il y a des moments où la famille, où les parents sont dans une situation d'épuisement, une grande tristesse ou une grande colère. Des fois, c'est un lieu pour pouvoir déposer ça et observer ce qui se passe et comment ça s'est construit. Et puis aussi, tu parlais de culpabilité au tout début. Ben, le fait de se rendre compte que le fait que l'enfant ait des besoins particuliers, ça vient impacter la manière dont le parent se positionne en tant que parent et dans la manière de poser des limites et juste de prendre conscience de ce qui se passe, déjà, ça fait bouger les choses. Et après, on peut construire, si le parent le souhaite, ben, là, vous êtes dans un équilibre qui semble souffrant, mais c'est un équilibre quand même. Oui. Quel nouvel équilibre vous souhaiteriez créer? Qu'est-ce qui vous conviendrait? Qu'est-ce qui correspond à vos habitudes de vie? Et l'idée vraiment d'ajuster les outils et les supports au vécu de la famille et à la fratrie aussi. Donc là encore, on est vraiment dans le personnalisé, c'est vraiment quelque chose de, ben, d'unique et propre à chacun. Ouais. Et ça, c'est ce qui me tient à cœur. Oui, ça se voit. Du coup, concrètement, est-ce que tu as un rythme à peu près, est-ce que tu sais, ben, par exemple, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que ça existe? Je ne sais pas, peut-être que c'est tellement différent d'une famille à l'autre, mais une durée moyenne, combien de fois tu les rencontres? Tu vois, pour qu'on se fasse une idée un peu du temps que ça peut mobiliser dans la vie d'une famille? Mm. Alors, moi, personnellement, j'apprécie beaucoup la fréquence d'une fois tous les 15 jours. Mais après, s'il y a une problématique plus compliquée pour la famille, où c'est souffrant et elle a vraiment besoin d'un accompagnement plus rapproché, ou alors un besoin plus fort pour l'enfant, par exemple enfin, je pense notamment aux troubles du spectre de l'autisme, mais ça peut être aussi par rapport aux troubles de l'attention. Ça peut être sur un rythme d'une fois toutes les semaines. Et après, sur la durée, ça dépend vraiment du vécu de la famille. Il y a des familles qui vont avoir déjà bien conscience de ce qui se passe, de leurs besoins et qui vont se sentir capables de se saisir des outils par elles-mêmes et de les expérimenter par elles-mêmes. Du coup, là, on peut même espacer les séances à une fois par mois. Et puis, j'ai une famille comme ça qui a réussi à s'en saisir en l'espace de 4 5 séances. C'est assez rare. Mais par contre, si sur la fréquence d'une fois tous les 15 jours, j'ai observé que enfin,
même quand les problématiques sont compliquées, en l'espace de 4 à 6 mois, il y a quelque chose qui s'apaise et qui se pose. Je vois vraiment l'idée que quand la situation est contractée, c'est comme si tout était très serré. Du coup, des fois, il y a besoin de ces outils concrets pour recréer de l'espace. Et une fois que qu'on a recréé de l'espace, de la souplesse dans les relations, ça permet aux parents qui le souhaitent de se saisir davantage de leurs propres ressources et on se retrouve plus dans une relation de co-construction des solutions. Par rapport à la temporalité, est-ce que tu saurais nous dire quand est-ce que c'est judicieux de demander une aide? Alors ça peut être par rapport à l'âge de l'enfant ou par rapport à un ressenti? Pour toi, quand est-ce qu'on devrait, se dire: «Bon, là, ce serait judicieux de d'aller voir quelqu'un pour, démêler un peu tout ça»? Alors les personnes qui sont les spécialistes des troubles du neurodéveloppement disent que en fait certains signes pour certains enfants pourraient être vus vraiment tout bébé, mais ça demande quand même un Mmh. regard assez affûté et ça serait observer si l'enfant répond aux interactions, s'il sourit, s'il nous regarde, comment il est en lien, si les premiers babillages apparaissent ou pas, si l'enfant est en situation de repli. Souvent, les parents l'observent davantage entre 18 mois et 2 ans et demi. Quand il y a un regard affûté et puis des difficultés souvent assez importantes. Ce qui met souvent en alerte, c'est le retard de langage. Un enfant qui répond pas à son prénom, un enfant qui à l'âge de 2 ans n'associe pas du tout de mots, à l'âge de 3 ans ne va pas du tout faire de phrases. Enfin voilà. Les indications que je donne sont à prendre avec beaucoup de recul et c'est juste des signaux qui invitent à aller observer ce qui se passe pour l'enfant. C'est pas parce qu'on remarque un signal que l'enfant va forcément développer un trouble, mais c'est intéressant d'aller observer ce qui se passe. Par exemple, souvent on vérifie aussi à cette occasion-là la vue et l'audition de l'enfant pour savoir du coup si tout fonctionne bien. Et puis, on va observer aussi l'exposition aux écrans qui peut venir modifier la manière d'être en relation ou d'être dans le langage pour l'enfant. Et puis après, du coup, ça passe toujours par le médecin traitant D'accord. qui va orienter vers des bilans complémentaires. Ça peut aussi passer par un centre d'action médico-social précoce, un CAMS, où là, du coup, c'est le médecin pédiatre du service qui va orienter vers des bilans complémentaires. D'accord. Je ne sais pas où c'en est à l'heure actuelle, mais quand j'ai quitté mon poste d'enseignante, alors avant, on avait des visites médicales qui étaient systématiques. Donc il y avait la visite des 3 ans où comme tu dis, on regardait, vue, ouïe, enfin vraiment les basiques, physiologiques et sensoriels. Et puis après, il y avait un bilan à la fin de la grande section et un autre au CE2 qui était systématique. Ensuite, ça a changé. C'est devenu, sur demande, des enseignants et je ne sais pas où c'en est maintenant. Est-ce que toi, tu sais si ça se fait encore ou? Alors là, c'est plus mon vécu personnel. Mes filles ont eu la première visite autour de 3 ans et je me souviens plus pour la suite. En tout cas, je trouvais vraiment intéressant. Ça peut vraiment venir souligner des difficultés d'audition ou de vision. Et du coup, c'est là que je trouve que l'éducateur ou une approche thérapeutique qui n'est pas dans le médical ne peut pas toujours suffire à elle-même. C'est-à-dire qu'il y aurait le risque de penser que la difficulté, elle est toujours d'ordre éducatif ou psychologique, alors que des fois, elle peut être d'ordre digestif ou Tout à de fait, tout c'est autre vrai. ordre. Oui, ou ça peut être, des déficits sensoriels qui sont pas faciles à déceler. Enfin là, ce qui me vient en tête, c'est par exemple, le daltonisme ou des choses comme ça, qui peuvent entraver les apprentissages et qui sont pas forcément, faciles à détecter dans le Mmh. quotidien. Mais que voilà, il suffirait juste de savoir ça et ça changerait, pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des obstacles en fait qui empêchent les personnes, bah, soit de repérer qu'il y a quelque chose, qui est, atypique ou, d'aller consulter, d'aller demander de l'aide? Je trouve que c'est intéressant de revenir sur l'idée de déni.
En fait, souvent, on dit ah, mais ce parent-là, il est dans le déni, mais on oublie un peu ce que c'est que le déni et que c'est. Enfin, du coup, j'ai pas la prétention de savoir en détail au niveau psychologique ce que c'est, mais ce que j'ai pu approcher, c'était que c'est un mécanisme inconscient et on oublie souvent que c'est un mécanisme qui n'est pas volontaire ou choisi pour que le parent puisse continuer de tenir debout et d'assurer le quotidien avec l'enfant. Et qu'il pourra laisser aller ce fonctionnement-là que quand il sera prêt. Et là, il y a souvent une idée de temps et de temporalité où la temporalité de ceux qui l'observent, comme notamment les professionnels de la petite enfance qui sont au plus près, ou les professionnels de l'école qui voient l'enfant tous les jours dans le détail, ils aimeraient souvent que le parent puisse s'en saisir beaucoup plus rapidement. Mais il y a tout ce travail de découverte des difficultés et qui peut s'apparenter à un deuil, de se dire, ah ben mon enfant va pas évoluer de la manière dont je le souhaitais, il correspond pas tout à fait à l'enfant que j'aurais souhaité ou à la vie que je m'étais imaginée. Et il faut d'abord pouvoir approcher ça pour pouvoir aller plus loin. Donc ça, pour moi, c'est le premier obstacle. Le deuxième, c'est que quand ça touche l'éducation, on a un peu la croyance populaire que c'est simple d'éduquer un enfant et qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des ressources pour le faire, qu'on a ça en soi, et quelque part c'est vrai. Et puis que pendant des générations, les principes éducatifs se transmettent de parents à enfants. Donc déjà, je pense qu'on a connu des changements de société et des découvertes au niveau des neurosciences et des pédagogies dites positives qui sont venues bousculer les pratiques éducatives traditionnelles. Et puis l'autre chose, bah, c'est doublement impacté quand on découvre que l'enfant a une particularité de développement ou de fonctionnement qui lui est propre. Et du coup, c'est comment on peut être accompagné pour trouver sa pratique éducative en tant que parent, celle qui correspond aux parents dans ses valeurs, dans ses habitudes, et en même temps qu'elle soit ajustée et efficace par rapport aux besoins de l'enfant. Bah, écoute, j'aime beaucoup ta réponse. Je vais rebondir sur deux choses. Déjà pour le déni, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Et c'est vrai que ça fait partie des choses où on considère un peu que c'est quelque chose qui relève de la volonté. Mm. Alors que non, comme tu l'as très bien dit, il y a tout un tas de mécanismes derrière tout ça. Quand on est dans le déni, bah, c'est qu'on ne peut pas forcément voir tout de suite tout ce que ça implique. Voilà. Et puis la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est tu parlais de la société. Donc moi, ce que ça m'a évoqué, c'est que dans nos sociétés actuelles, enfin en tout cas européennes, il y a ce côté famille nucléaire avec les parents qui s'occupent de l'enfant et c'est intéressant de voir d'autres fonctionnements, dans d'autres sociétés où, on va faire appel à d'autres personnes. Ça peut être s'appuyer sur, les grands-parents, sur, les voisins, sur et du coup, on n'est plus dans comment dire? Une éducation, des parents vers l'enfant, mais vraiment du groupe, il y a ce soutien-là, il y a ces valeurs-là. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'aime beaucoup l'idée de coéducation et du coup que l'éducation, c'est quelque chose de partagé. Et je pense que si l'éducation des enfants me touche autant, c'est que je pense que c'est le moment où la personnalité se construit, même si on arrive avec plein de choses qui sont innées, il y a des choses qui se construisent, des repères et puis des valeurs qui sont transmises. Et en même temps, je crois comme toi que c'est une grande mission d'éduquer son enfant seul et que c'est une richesse de pouvoir le partager et le croiser avec ses pairs, c'est-à-dire avec d'autres parents. Et là, du coup, c'est le plaisir que j'ai en animant des groupes de parents, que les parents puissent partager leur vécu et s'entraider. Et puis l'autre chose, c'est aussi de pouvoir être accompagné, d'avoir quelqu'un
à côté avec qui on puisse déposer ses difficultés. Et puis, même si du coup on a en soi toutes les ressources et les intuitions, qu'on est la personne qui connaît le mieux son enfant, et ben, on peut quand même s'appuyer sur ben, des outils qui sont plus efficaces, une compréhension de ben, qu'est-ce qui se passe pour mon enfant dans le fonctionnement de son cerveau, dans sa sensorialité, et qui sont autant d'informations qui peuvent nous aider à ajuster qui on est et comment on a envie d'être avec son enfant. Et c'est cet équilibre entre les informations extérieures et retrouver du coup sa couleur. Et là, on rejoint Le l'idée, caméléon. ouais, c'est sa couleur de parent et comment on a envie de vivre la relation avec son enfant. C'est-à-dire que se nourrir de ces informations et puis à un moment, juste retrouver, oui, c'est cet équilibre-là qui me convient et pas chercher forcément toujours à aller plus loin, à pousser l'enfant plus loin dans ses compétences ou à devenir un parent qui coche toutes les cases de la pédagogie positive. Pas facile hein, de trouver cet équilibre avec tout ce flot d'informations, d'injonctions, de conseils. Vraiment voilà, se réapproprier ses valeurs, ses propres besoins. Tout à l'heure, on évoquait le fait de travailler dans la systémie, c'est-à-dire avoir une approche qui englobe bah, pas que l'enfant, mais un peu tout le groupe qui est autour de lui. En quoi pour toi c'est judicieux de travailler dans ce contexte-là et non pas que avec l'enfant? C'est vrai qu'on l'a déjà bien évoqué. En fait, il y a deux choses. Déjà, je trouve que ça peut être très intéressant de travailler que avec l'enfant. C'est-à-dire que l'approche individuelle, qu'elle soit avec l'enfant ou le parent, me paraît très judicieuse. Et puis, on peut aussi faire un accompagnement systémique avec une seule personne. C'est des choses qui sont possibles. Ça me paraît pertinent parce que j'aime voir la famille et même l'individu comme un système. Et le fait que ben, s'il y a une personne de ce système qui a un besoin particulier, du coup, l'ensemble de la famille ça, va s'ajuster à ce besoin particulier avec les ressources qu'elle a et son histoire et d'observer que, du coup, quelles sont les relations, comment elles se tissent avec les autres personnes de la famille. Ça me semble important. Ensuite, c'est des fonctionnements qui sont profonds et pour moi, le parent et les frères et sœurs peuvent vraiment avoir un rôle étayant et soutenant auprès de l'enfant au quotidien. Et chose que du coup, un thérapeute qui va voir l'enfant une fois par semaine sur un temps court, même si ça peut vraiment avoir un impact et soutenir son développement, ben, si, il y a un relais et une forme aussi de coéducation avec la famille et même les frères et sœurs, c'est aidant. Et puis, on voit aussi beaucoup de frères et sœurs qui peuvent qui peuvent développer des choses au niveau d'abord affectif ou psychologique du fait que leur frère ou leur sœur ait un handicap ou un besoin particulier, que cet enfant a eu beaucoup d'attention, qu'on n'a pas forcément posé les mêmes limites à cet enfant-là qu'à son frère et à sa sœur, et du coup de pouvoir poser des mots, de pouvoir voir comment ça se tisse, c'est intéressant. Et le dernier point qui est peut-être celui qui me touche le plus par rapport à la systémie, c'est l'apport de Guy Oslos autour de la compétence des familles. C'est aussi ce qu'on a un peu évoqué au début, c'est que pour accompagner une famille, on va s'appuyer sur ce qui fonctionne et sur ses ressources et que c'est en partant de ces points de compétence qu'on va pouvoir venir soutenir et permettre à la famille et à l'enfant de grandir ensemble et de s'épanouir ensemble. J'aimais l'idée surtout, il disait que finalement, une belle idée, une belle manière d'accompagner la famille, ça va être de pouvoir aller dans la rencontre avec cette famille et de pouvoir renvoyer à la famille l'information déclic qui va lui permettre de changer de regard, mais finalement une information qu'elle nous amène et qui vient de son propre équilibre familial. Donc voilà, je trouve aussi moi mon équilibre entre les aspects outils concrets quand on est dans des choses où il y a un faire, et puis cette approche plus systémique où on va plutôt être dans la rencontre et l'écoute de l'équilibre familial qui est en place.
le parent retrouve une forme de responsabilité et du coup, pour moi, l'accompagnement s'arrête soit quand le parent le souhaite, soit quand on a atteint les objectifs qu'on s'est dit ensemble, et dans ce cas, soit on en repose de nouveau, soit on arrête, soit du coup quand le parent me dit mais c'est bon, j'ai les outils, je vais pouvoir continuer seul, ou que moi je peux lui renvoyer, mais regardez là. Ce que vous avez mis en place, ça fonctionne, et vous avez retrouvé plaisir à être avec votre enfant, et vous avez les compétences pour le soutenir dans son développement. Oui, l'idée, c'est que les familles retrouvent, une certaine confiance en leurs compétences, peut-être même des fois se rendre compte qu'elles avaient déjà mis en place des choses, utiles, positives, et que du coup l'accompagnement, c'est pas prendre le relais et infantiliser les parents. C'est vraiment, leur redonner, comme tu as dit, cette responsabilité et cette légitimité, à se sentir compétent, quoi. Mmh. Oui, et c'est là où du coup ce qui est délicat, c'est à la fois de pouvoir se nourrir des informations diagnostiques, médicales, paramédicales, ou de notions de pédagogie positive qui peuvent aider, parce que si on les a pas du tout vécues, et que du coup l'équilibre dans lequel, enfin, à la fois l'éducation qu'on a reçue ou les outils qu'on a nous permettent pas d'être complètement en équilibre, ben, du coup, c'est intéressant de pouvoir avoir un apport extérieur, et puis à un moment de pouvoir couper et de pouvoir s'approprier ces outils pour être à l'écoute de ce qui est juste pour soi, pour accompagner l'enfant, et être autonome dans cet équilibre. Le moment qui est magique, c'est quand le parent se remet à jouer avec son enfant, à rire avec son enfant, à revoir ses qualités, parce qu'après, les autres choses peuvent se mettre en place de manière beaucoup plus facile. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des choses que je n'aurais pas abordées et dont tu souhaiterais parler? Alors, ça me semblait important de parler de la plateforme de coordination et d'orientation pour prévenir les troubles du neurodéveloppement. C'est quelque chose que j'ai pas évoqué. Donc, on appelle ça la PCO. Et pour en savoir plus, vous pouvez aller soit sur le site de la PCO, soit en parler à votre médecin traitant. Dans tous les cas, pour faire appel à cette plateforme, c'est le médecin traitant qui dit si votre enfant relève ou pas de ce dispositif, et ça permet des aides financières pour mettre en place les bilans. Voilà, sinon vraiment le point qui était important, c'était les compétences des familles, et on l'a déjà évoqué ensemble. Je pense que voilà, c'était vraiment un point plus d'orientation Ouais, pour les super. familles et de soutien. Très bien. Merci beaucoup, Marion. Hem, Est-ce que toi, tu as des actualités en ce moment? Je ne sais pas si tu as des choses que tu souhaites partager? C'est des actualités c'est le fait que j'anime en ce moment deux groupes avec l'association Prado Itinéraire, pour animer le programme de ces années incroyables. C'est vrai que du coup, c'est quelque chose dont j'ai moins parlé. C'est des groupes qui sont financés par la caisse d'allocation familiale et le conseil départemental, donc qui sont proposés gratuitement aux familles. Ça se déroule sur une quinzaine de séances de 2 heures, et ça permet de revisiter des outils de pédagogie positive, et aussi de discipline positive, c'est-à-dire de trouver l'équilibre entre l'amélioration de la relation et le fait de pouvoir poser des limites à son enfant, et d'aller jusqu'au bout de ses demandes. Euh, Ce qui est vraiment intéressant dans ces groupes, c'est que le principe, c'est une entraide collaborative entre les familles. Et puis, il y a à la fois des supports vidéo et des mises en pratique pour que ce savoir reste pas que intellectuel, mais qu'il puisse OK. venir dans le concret, que ça puisse devenir un savoir expérientiel. Et du coup, quand on s'inscrit, c'est un programme?
Il faut assister à tout, ou est-ce qu'on peut venir ponctuellement? Ou est-ce qu'il y a des C'est omissions c'est- ponctuelles? c'est vraiment une idée de processus. Après, voilà, si le parent peut pas aller jusqu'au bout, c'est comme ça. Mais pour avoir l'ensemble des outils, et c'est là, du coup, je trouve que ça peut redonner une cohérence. C'est-à-dire que quand on lit, on se dit, ah ben, ça serait bien que je fasse ça, on le tient un temps, mais l'idée de continuité et de cohérence, ben, c'est quelque chose qu'on peut sentir, par exemple, dans ce programme où on voit comment un outil s'articule avec l'autre et pourquoi, si on commence par mettre en place des outils de discipline ou de limite avant de venir renforcer la relation de jeu, de valorisation de l'enfant, ben ça fonctionne moins bien. D'accord, c'est intéressant. Donc c'est vraiment on s'engage donc dans un processus, mais ça a l'air quand même d'en valoir la peine. C'est un investissement, quoi. Voilà, c'est ça, un investissement en temps, mais ça a l'avantage aussi d'être accessible au niveau financier à toutes les familles Oui. et c'est intéressant. D'accord. Où est-ce que les gens peuvent te trouver, prendre contact avec toi? Alors le mieux, c'est par téléphone ou par mail. Et puis j'ai également une page Facebook, donc il faut taper Marion éducatrice couleur caméléon pour trouver la page. Et puis vous pouvez aussi aller sur la page LinkedIn pour voir mon profil et retrouver mes coordonnées. Eh bien, bah, je noterai tout ça, dans les descriptions. Comme ça, les gens n'auront plus qu'à cliquer et ce sera p plus simple. J'ai une dernière question, donc c'est une question que je pose, à tous mes invités. C'est est-ce que tu aurais une ou 2 recommandations culturelles? Ça peut être sur la thématique du jour ou autre chose, quelque chose qui t'a touché, que tu souhaites partager? Alors, je l'ai choisi sur la thématique du jour. C'est deux albums pour enfants que j'ai découvert grâce à l'association Une souris verte qui est sur Lyon, qui est une très belle association. Et du coup, le premier ouvrage, ça s'appelle La petite casserole d'Anatole. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, Heu, oui, là, on voit bien. C'est l'histoire d'un petit garçon qui traîne partout sa petite casserole, donc son besoin particulier ou sa difficulté, et qui rencontre une femme qui va lui montrer comment avancer avec plus de légèreté et de facilité et faire de sa petite casserole une force. Et elle lui montre que même si sa casserole est peut-être un peu plus grande, elle aussi a sa petite casserole et que finalement on a tous nos petites casseroles et que c'est juste comment on va pouvoir apprendre à l'aimer et à en faire une force. Et du coup, je trouve que La petite casserole d'Anatole, ça reste un album de référence. Du coup, l'auteur, c'est Isabelle Carrier et c'est aux éditions Bill Bocquet. Et l'autre album, J'adore la métaphore qui a été, matérialisée, concrètement. Les casseroles, bah, c'est vraiment une casserole. C'est très chouette. c'est vraiment rigolo, il se cache dessous, il joue au ping-pong avec. Et l'autre album s'appelle Petite Pépite de Nada Mata. Alors, j'ai pas eu le coup de cœur tout de suite et après, j'ai appris à l'aimer de plus en plus et c'est vraiment un album qui me touche beaucoup parce qu'il parle justement du vécu des parents quand ils découvrent la difficulté de leur enfant et surtout, ce qui est beaucoup rapporté, c'est la difficulté du regard des autres sur ce vécu et sur l'enfant. Donc, c'est une maman qui visite un libraire et qui demande un livre et à chaque fois on lui demande mais elle a quel âge votre enfant et du coup le rapport à la norme et à l'âge et à ce que devrait déjà savoir faire l'enfant et puis il y a une fin très poétique euh, que je vous invite à découvrir et puis un très beau témoignage de la maman et ce qui me touche dans ce témoignage c'est l'idée qu'on pense toujours que les critiques, les réticences ou les peurs, elles sont extérieures et elle a le courage de dire qu'elle a eu ces mêmes réticences, ces peurs et ces colères vis-à-vis de sa propre fille et que c'est en cheminant que petit à petit, elle a pu réinventer qu'est-ce que c'était que le bonheur avec sa fille, même si c'était pas sous la forme qu'elle l'avait imaginé au départ. Et je trouve que ça peut vraiment être une source d'inspiration pour tous les parents qui, à certains moments, rencontrent des difficultés avec leur enfant et un beau message d'ouverture par rapport à l'accueil de nos différences et des enfants qui ont des différences un peu plus grandes, quoi. En effet, le sujet a l'air vraiment chouette. Ça me donne envie d'aller découvrir ça.
Bah, écoute, super, je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était extrêmement intéressant. Je te reconnais bien là, beaucoup de précision et en même temps beaucoup de douceur. Voilà, je sais pas si tu as une dernière chose à ajouter ou si pour toi c'est tout bon? Non, un grand merci de m'avoir permis de cheminer avec toi parce que ça permet d'éclaircir comment j'accompagne les familles et puis c'était un grand plaisir. C'est Merci vrai que c'est Valérie. pas je t'en prie, c'était un plaisir pour moi aussi. C'est vrai que c'est pas simple pour les personnes de se rendre compte de ton cœur de métier, en fait et de ce que tu fais donc c'est intéressant de pouvoir un peu aller creuser tout ça. Bah, écoute, je te remercie beaucoup et puis, Merci à toi. je te souhaite une bonne semaine et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager, enfin à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!